Alors, je commencerai par perdre du temps, c'est-à-dire en adressant des remerciements, tout le monde s'y attend, mais ces remerciements sont particulièrement sincères en l'occurrence, puisque je voudrais remercier Patrick par cette invitation, de permettre au fond de réparer un peu une erreur stratégique dans la conduite du programme qui a été fait dans le cadre de l'ERC sur les vecteurs de l'IDL, qui est un programme qui devait durer 5 ans et qui, pour des circonstances administratives bizarres, a dû être ramené en catastrophe à 4 ans, ce qui explique qu'à la fin, on a un peu couru la poste et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et donc, ce qui était envisagé à la fin, c'était une sorte de non pas de confrontation, mais de mise en commun, au fond, de la réflexion entre historiens et praticiens de l'ensemble des sciences sociales. Et ça, donc, c'est une chose qui reste à faire. Alors, la première chose que je dirais, ce serait une réaction sur ce que Étienne Hanheim a dit dans la petite note qu'il nous a envoyée, qu'il n'a pas redit ici. Il présentait, au fond, ce travail comme une sorte de trajectoire, de projet. Vous voyez le mot projet, hein, comme si j'avais eu dans les années 60, à la fin des années 70, un projet, et ce projet aurait été d'avoir une série de programmes internationaux qui allaient se succéder pendant 30 ans sur la genèse de l'État moderne. Alors, il faut dire tout de suite qu'il n'y a eu aucun projet. C'est-à-dire que j'ai eu une idée qui est née effectivement de ma recherche, tout simplement, de ma recherche concrète, et de cette idée et des difficultés que j'ai rencontrées pour comprendre ce que je voyais, ce que je trouvais, eh bien, est né cet ensemble de choses qui se sont enchaînées, effectivement. Mais si elles se sont enchaînées, c'est parce qu'il y a eu des opportunités. Et au sens le plus simple de ce terme, c'est-à-dire que j'ai toujours été de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas se plaindre sur les conditions de recherche. Il fallait simplement voir comment on pouvait faire les recherches qu'on voulait faire. Et donc, j'ai lu beaucoup de littérature grise, beaucoup de littérature administrative, j'ai siégé dans beaucoup de conseils, etc. Et j'ai donc, chaque fois, trouvé une solution pour avancer et pour continuer à aller de l'avant. Voilà. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas de ceux qui se plaignent des circonstances. J'ai su les utiliser, c'est tout. Voilà. D'où ces programmes. Alors, le point de départ, ce n'est pas une trajectoire, je ne suis pas passé d'une réflexion marxiste, je dis marxiste, Étienne dit marxienne parce qu'aujourd'hui c'est pas propre de dire marxiste, mais enfin, moi je suis des années 70, donc je dis marxiste, une réflexion marxiste sur effectivement le problème du passage du mode de production féodaliste au mode de production capitaliste. C'est peut-être plus aujourd'hui une question aussi importante et aussi actuelle qu'on le pensait à l'époque, mais tout de même c'était là, mais en même temps, et ce n'est pas après, en même temps, j'ai toujours pensé que la réponse à ces problèmes était dans le domaine culturel. Quelques dates, la Société d'études du féodalisme que j'ai effectivement lancée avec Guy Bois, qui en était quand même le principal promoteur, et Daniel Tollet, c'est 1976-1979, c'est un peu plus tôt que tu l'as dit. L'article que j'ai donné au débat qui s'appelle « Une révolution culturelle au Moyen-Âge », et qui faisait la synthèse d'une série de travaux sur l'histoire culturelle du Moyen-Âge, c'est 1981. Et l'État est né au XIVe siècle, qui est l'article qui a lancé la réflexion sur l'État moderne. C'est un article qui a été publié dans Le Monde, parce qu'à l'époque, Philippe Contamine animait une sorte de page histoire dans Le Monde. C'est du 6 avril 1980. Il y a donc 36 ans. Voilà. Donc les choses se sont faites, elles sont là, à ce moment-là. Et je lirai pour peut-être, c'est un livre que Roger Chartier, qui en a fait la conclusion, voit sans doute avec sympathie, je lirai, ça a été écrit en 83 et publié en 85 ou 84, je sais plus, oui 84, voilà. Je lirai quelques lignes, pas longues. Hein. En quoi une approche globale des phénomènes culturels et idéologiques est indispensable à la compréhension de la genèse de l'État moderne. En quoi, donc, des sujets comme l'écriture, la lecture, le développement des écoles, les changements de pédagogie, le prix des manuscrits, l'invention de l'imprimerie, l'histoire des bibliothèques et des collections de manuscrits, l'historiographie ou la propagande méritent-ils d'être abordés pour introduire à l'étude de la genèse de l'État moderne ? En clair, en tout cas,
il est clair qu'il ne peut s'agir de les aborder isolément, en cherchant chaque fois à établir un rapport univoque et simplifié à l'histoire politique. Une telle problématique ne peut que renvoyer à une approche globalisante des phénomènes culturels. Et seule une telle approche, me semble-t-il, peut permettre de répondre à deux ordres de questions essentielles s'agissant de l'État moderne. Comment, d'une part, se fait-il accepter, et d'autre part, quel rapport nécessaire s'établit-il entre l'État et le développement culturel d'une société donnée ? Ce qui est encore, me semble-t-il, exactement le programme des vecteurs de l'idéal. Alors, ce n'était pas le programme tout à fait des deux autres programmes, parce que celui qui s'appelait véritablement la genèse de l'État moderne, c'était un programme du CNRS, et c'est un programme que j'ai pu faire parce que j'étais à la direction scientifique des sciences humaines à l'époque, sous l'égide de Maurice Godelier, et c'est vrai que c'est un détournement d'un programme qui devait parler de l'État, c'était un programme chevènementiste qui devait parler de l'État contemporain. Donc ça, c'est un rapt que j'ai pu faire, mais qui a lancé les choses. Et le programme de la Fondation européenne de la science, alors, était plus intéressant en sens qu'il était beaucoup plus comparatif, puisque, comme son nom l'indique, c'était un programme européen, mais en même temps, il avait ses limites parce que la Fondation européenne de la science, ce sont les institutions de recherche de chaque pays européen. Et chacun de ces instituts a des avantages et des inconvénients, parfois des pesanteurs assez lourdes, et donc le programme est un peu brinque-ballant, mais enfin, il a quand même permis une véritable comparaison. Donc, dès le départ, les questions que je me suis posées. Et je me les suis posées pourquoi ? Comme tout historien qui se respecte, je me les suis posées à partir de mon travail de thèse. C'est en travaillant sur ma thèse sur les idées sociales et politiques en Angleterre que je me suis trouvé confronté à des phénomènes que j'ai pu observer. Alors, premier phénomène, la féodalité, bien sûr, parce que le régime politique de l'Angleterre entre le XIIe et le XVIe siècle, c'est un régime qui voit se mettre en place ce qu'on appelle dans l'historiographie anglaise le bastard feudalism, la féodalité bâtarde. On appelle ça, c'est une traduction qui n'est pas très bonne, mais enfin ça dit à peu près ce que ça veut dire. Cette féodalité bâtarde, et effectivement, l'État moderne tel qu'il apparaît au XIVe, au XVe siècle, en termes marxiens, si vous voulez, c'est ce qu'on appellerait un féodalisme d'État. Ce n'est pas tout à fait notre État, mais à son cœur, il a ce phénomène du consentement qui permet l'impôt et qui permet donc la mise en place d'un prélèvement qui vient s'ajouter au prélèvement qui est celui de la rente seigneuriale qu'on trouve partout, dans tous les régimes, dans toutes les sociétés paysannes, de l'Inde, de l'Asie, de l'Europe. Là-dessus, l'Europe n'est pas du tout originale. Et en même temps, c'est un moment où on voit se transformer complètement la culture. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai fait une recherche exhaustive sur tous les auteurs et tous les textes qui étaient dans les champs qu'on peut appeler, et ça c'est le concept bourdieusien de champ qui a été extrêmement précieux pour moi, sans lequel j'aurais probablement pas pu avancer aussi bien, et j'ai fait une recherche systématique sur tous les auteurs, sur toutes les œuvres qu'ils ont pu produire. Ça fait quand même 2400 auteurs et ça fait 14 000 textes. Donc c'est un ensemble. Moi, je suis un homme du quantitatif, à la grande différence de certains ici, et donc je ne crois que ce que je vois. Quand 2000 personnes se mettent à écrire sur des choses sur lesquelles on n'écrivait pas du tout avant, il se passe quand même quelque chose et il s'agit de comprendre ce qui se passe. Et quand vous trouvez 5 ou 6 000 textes parfaitement différents de ce qui se passait avant, eh bien, c'est un phénomène qu'il faut comprendre. Et ça m'a amené aussi à des choses que je considère comme essentielles. Alors, donc, j'ai déjà parlé de la notion de champ. Je dirais ensuite, l'autre chose qui est fondamentale, c'est la notion de langue. Et c'est une chose que les historiens des idées politiques, par exemple, ne perçoivent généralement pas, parce qu'ils travaillent sur les grands textes, les textes canoniques. Et donc, je n'ai rien trouvé dans l'histoire des idées politiques qui me permettait de comprendre ce que je voyais. Les gens, dans l'Angleterre du XIVe, du XVe siècle, ils écrivent en anglais, ils écrivent en latin quand ils sont cultivés, ils écrivent en français quand ils appartiennent aux milieux sociaux qui permettent de le faire, et quand ils sont sur les bords, ils écrivent en gallois ou en irlandais. Ils parlent au moins 5 langues, sans parler des dialectes qu'ils pratiquent tous. Donc, un phénomène central, si on veut comprendre l'émergence d'une société politique et la communication qui va permettre le consentement dans un système politique, c'est le phénomène de la langue en tant que telle.
Et ça, les historiens de la littérature en général, ou les historiens des idées politiques, ils ne se sont jamais posé ce problème. Et l'autre problème, c'est aussi celui de l'écriture. Quand je travaille sur des textes historiques dans lesquels apparaissent des idées, ou des textes qui donnent des idées politiques au XIVe et au XVe siècle en Angleterre, je les trouve partout. Je les trouve dans des marges. Je les trouve dans un texte, par exemple, la culture historique. On pense aux livres d'histoire. Mais il faut savoir qu'en Angleterre, chaque fois qu'il y a un Parlement, les statuts du Parlement sont copiés. Et il subsiste aujourd'hui entre 7 et 800 manuscrits des statuts médiévaux. 7 ou 800 manuscrits, c'est une production de masse. Ça veut dire que tout petit attorney, tout petit avocat, j'ai même des paysans qui sont propriétaires de livres de statuts. Des gens avaient chez eux des livres de statuts. Les livres de statuts, c'est chronologique. Ça commence à la Grande Charte, Magna Carta. Vous avez ensuite les statuts d'Édouard Ier, et puis ça continue, ça continue. Ils ont des préambules. Donc, les Anglais ont chez eux un livre d'histoire avec les lois du pays. Ça n'existe évidemment pas en France, ça n'existe pas en Italie. C'est là où la comparaison devient très intéressante. Comment est-on conscient de ce qui se passe dans le royaume en France? Certainement pas de la même façon qu'en Angleterre. Les gens qui écrivent de l'histoire, ça peut être des cartularistes, par exemple. On fait un cartulaire, et puis le moine qui fait ça, ou le seigneur, parfois c'est un seigneur, s'arrête et dit, bon, comment on est arrivé là, qui a donné cette terre, pourquoi, etc. Et on a une page d'histoire qui vient là. Même chose chez les héros qui retracent les généalogies familiales. Donc on trouve de l'histoire comme ça qui est gribouillée partout. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était au départ de ces trois programmes qui se sont donc enchaînés. Alors, si j'ai encore quelques instants... Oui. Bon. Alors, je... Ne fais pas passer pour... J'essaierai de centraliser la réflexion peut-être sur 4 problèmes qui me paraissent importants. Alors, le premier problème, c'est celui de la modernité. Et effectivement, Patrick en a parlé, je ne rajouterai pas grand-chose dessus. Il a cité ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, pour moi, l'État moderne est cet État qui naît dans un moment précis de l'histoire. Et dire qu'une forme politique naît dans un moment précis de l'histoire veut dire qu'il est lié à la structure sociale qui a permis qu'il apparaisse. Il y a un lien qui est absolument qu'on ne peut pas briser entre une structure sociale et cette forme de l'État. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes toujours dans le même type de société. La forme va évoluer, elle va évoluer au gré des structures sociales. Donc l'État moderne du féodalisme d'État, c'est un certain type d'État moderne, et il va évoluer. Il va évoluer vers... je dirais l'État moderne d'aujourd'hui, parce qu'il il a en son cœur ce phénomène qui est le processus du consentement et de l'impôt. Et c'est ça qu'il relie à l'État moderne actuel. Alors, ceci dit, cet État moderne, il peut avoir des formes diverses. Par exemple, aujourd'hui, on dira l'État-nation. Les Français disent l'État-nation. Ils disent l'État moderne, c'est l'État-nation. C'est d'ailleurs absurde, parce que si vous regardez ne serait-ce que l'Europe, l'Allemagne n'est pas un État-nation. Pas d'intervention. L'Italie essaye avec grand-peine de le devenir, mais il n'y a pas vraiment réussi. Le Royaume-Uni n'est pas un État-nation. L'Espagne était un État-nation, mais en train de se défaire en tant qu'État-nation sous nos yeux. D'ailleurs, est-ce que les Corses seraient très d'accord pour dire que la France est un État-nation? Probablement pas. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas de Corse ici. Donc voilà. L'État absolu est une forme de l'État moderne, comme l'État-nation est une forme de l'État moderne. L'État absolu, là aussi, c'est une idée qui est très française. Sauf que Robert de Simon et d'autres ont pu montrer que l'État absolu, il n'est pas si absolu que ça, en réalité. Et bien qu'il ait des formes d'absolutisme, il y a derrière toujours des mécanismes de consentement qui sont à l'œuvre. On ne fait pas n'importe quoi dans l'État-nation. Alors, ça renvoie tout de suite au problème qui est un problème qu'on s'est posé dans le cadre du programme européen. Et là, j'ai 2 des volumes celui-là sur Vision sur le développement des États européens, théorie et historiographie de l'État moderne. Je pense que c'est un volume qui est tout à fait intéressant. Il est en accès libre sur le net, donc c'est pas difficile, vous le trouvez sans difficulté. L'autre est introuvable, par contre. Il s'appelle The Heritage of the Pre-Industrial European State.
C'est un livre fascinant parce qu'on avait réussi à faire venir un hindou, un irakien, enfin des gens qui ont vraiment parlé tout à fait de l'extérieur. Et par exemple, il y a une analyse du régime de Khomeini comme État moderne. Et sur le plan des formes strictement politiques, l'État moderne par excellence dans le monde islamique, c'est l'État révolutionnaire iranien tel que Khomeini l'a façonné, parce que tout simplement, il savait très bien ce que c'était que l'État moderne, il avait séjourné longtemps en France, etc. Et ça, évidemment, on ne le pense pas. Et l'article est écrit par un collègue irakien qui savait vraiment de quoi il parlait, et puis qui avait sous les yeux également ce qui se passait dans l'ensemble du Moyen-Orient. Donc, le problème est celui de qu'est-ce qu'on fait de cet État moderne et de ce qui est le noyau de cet État moderne par rapport aux sociétés contemporaines, puisque on a appliqué ce modèle d'État à des sociétés qui n'ont rien à voir avec celles qui ont produit l'État moderne et qui sont même, d'une certaine façon, incompatibles avec lui. Alors, il y a des exemples historiques. Un très bel exemple historique, bien sûr, c'est la Russie. Il y en a deux qu'on a traités un petit peu dans les programmes de l'État moderne. Il y a la Russie et puis les États scandinaves. Alors, les États scandinaves, c'est une greffe qui a pris. Elle a mis du temps à prendre, mais disons qu'à partir du XVIIIe siècle, les États scandinaves ont peu à peu rejoint les autres États modernes. Par contre, la Russie, c'est un État moderne qui a été plaqué de toutes pièces par Pierre le Grand. Donc c'est un État moderne qui est tyrannique. C'est une tyrannie qui permet de mettre en place l'État moderne. Mais juste quand la société russe atteignait à peu près le niveau qui permettait à un État moderne qui se mettait en place qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, eh bien, en fait, c'est une nouvelle tyrannie qui s'est imposée et qui a toujours gardé les formes de l'État moderne, à des assemblées, des élections, etc. On les a en Chine, on les a partout aujourd'hui, on les a en Afrique. L'exemple le plus criant, et quelqu'un comme Jean-François Bayard ou des gens comme Bertrand Padi s'étaient beaucoup intéressés au projet à l'origine à cause de ça. En Afrique, vous avez des formes qui sont celles d'État moderne, mais vous n'avez pas d'État moderne. Donc, effectivement, c'est la source de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous le voyez bien au Mali, en Centrafrique, au Congo, etc., où ces formes ne permettent pas du tout d'absorber les évolutions sociales profondes de ces sociétés. Donc ça, c'est le deuxième point, je pense, qui est central et qui, un jour ou l'autre, il va bien falloir, si on veut ramener la paix et des évolutions, disons, cohérentes dans ces pays-là, et même chose au Moyen-Orient, bien sûr, il va falloir prendre en compte ces phénomènes. Évidemment, on ne le fait pas. On continue à penser qu'il suffit de former des élites pour que ça s'arrange. Ben non, ça ne s'arrangera pas. Les élites, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent s'établir en France, en Angleterre, elles ne vont pas aller se faire assassiner dans leur pays d'origine, sauf quelques courageux. Bon, alors, ça c'est le deuxième problème. Troisième problème sur lequel je passe, c'est un problème qu'on a discuté un peu déjà avec Patrick, c'est le problème plutôt économique. Quand même, de mes origines marxiennes, je garde l'idée que l'économie... Tu passes dessus, ça prouve bien que toi-même, tu es tout à fait complètement au clair avec ça. Et déterminante, et donc l'économie est déterminante, et simplement, c'est vrai que j'ai minoré dans ces programmes, parce que justement on était centré sur la problématique traditionnelle de la mutation du féodalisme au capitalisme, j'ai minoré le phénomène de la ville. Alors, j'ai essayé de rattraper ça. D'ailleurs, Roger, dans la conclusion du volume, là, disait on ne fera pas d'histoire de l'État moderne si on ne fait pas aussi d'histoire de la ville, si on n'inclut pas l'histoire de la ville. Il avait tout à fait raison. On a essayé de réintroduire, en particulier, la cité italienne, qui joue un rôle déterminant, et aussi les formations républicaines de l'époque moderne, la Suisse, les Provinces-Unies, etc. Donc, là-dessus, on a cessé de ne parler que de monarchie. Et de ce point de vue-là, je pense que on a apporté quelques réponses. Mais il faudrait probablement continuer ça. Pour moi, quand même, l'État moderne, c'est quelque chose qui dépasse les limites de la ville. La ville ne peut pas donner naissance à un État moderne. D'ailleurs, les villes italiennes n'ont jamais donné naissance à un État moderne. Peut-être Venise s'en est approchée, mais ce n'est quand même pas un État moderne. Bien. Dernière question qui est née des tout derniers programmes, c'est le problème de l'Église. Et le problème du rôle de l'Église. Et effectivement, en essayant de comprendre comment l'État moderne avait pu s'implanter, eh bien, j'en suis venu à l'idée qu'il avait utilisé finalement
une révolution culturelle que lui n'a pas générée. Cette révolution culturelle, c'est l'Église qui l'a générée, et qui l'a générée, évidemment, pour son propre bien, c'est-à-dire pour soutenir sa propre domination universelle sur l'ensemble des populations chrétiennes. Alors, on pourra peut-être en reparler, c'est ce qui fait qu'en particulier dans la légitimité implicite, j'ai beaucoup insisté sur tout cet ensemble d'institutions qui ont été développées par l'Église et surtout sur la transformation profonde des mentalités que l'Église a vraiment instaurées dans tous les domaines par sa puissance idéologique. Dominique Yoniapra est là, il l'a très bien montré dans la Maison du Seigneur, les églises. Construction des églises, qui sont la seule grande construction de l'Occident médiéval. On est toujours frappé d'émotion, on peut le dire, devant Notre-Dame de Paris, quand on passe le soir comme ça, la nuit. Franchement, il y a peu de choses aussi frappantes qu'une grande cathédrale gothique. Et ça, c'est ce monde médiéval qu'il a construit, comme il a construit des milliers et des milliers d'églises dans tous les villages, dans les paroisses, ce tissu qu'il a fait, pour quoi ? Pour tenir les gens qui étaient là. Et il les a tenus par une construction qui est une construction intellectuelle, pour laquelle il a réintroduit dans le monde occidental la logique, la philosophie de l'être, essentiellement, une philosophie qu'il a conduite jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle bute sur l'impossible à comprendre, l'impossible à justifier, la transsubstantiation. Et j'ai été frappé en lisant Foucault et d'autres, en lisant Bruno Carcenti, par exemple, qui évoque ça. Et les auteurs que tu as évoqués tout à l'heure, pour les auteurs de la théorie politique, les gens qui réfléchissent sur la théorie politique, ce qui paraît capital dans la construction théologique, c'est la Trinité. Alors la Trinité est certainement capitale quand on parle du 4e, 5e siècle, l'établissement de l'Église. Ce qui est capital pour le Moyen-Âge et pour l'État moderne, c'est la transsubstantiation. Ce n'est pas la théologie. Si vous ne communiez pas, si vous n'avez pas l'absolution de vos péchés, vous allez en enfer. Et chaque individu le sait, parce qu'il doit communier à Pâques, parce qu'il va à l'Église. C'est Jean Delumeau qui a très bien compris ça. Et je crois qu'on ne relie pas assez Jean Delumeau. Jean Delumeau, il ne dit pas que la religion, c'est beau, etc. C'est un homme très chrétien, pourtant. Moi, je ne le sais pas, mais lui, il était vraiment chrétien. Mais il expliquait que la religion, c'est d'abord une terreur, c'est une peur terrible, c'est la peur de la damnation. Et l'Église a construit cette peur de la nation. Pourquoi les églises sont là ? Pourquoi ces somptueuses constructions ? C'est pour faire rentrer la peur de l'enfer, la peur de la damnation dans les esprits. Et les États, quand ils ont commencé à naître, ils ont eu beaucoup de mal, parce que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir symbolique. Ce n'est pas eux qui ont le pouvoir symbolique. Et au fond, ce qui leur a ouvert cette possibilité, c'est une crainte inhérente à l'Église elle-même. Parce qu'il faut bien voir que le christianisme a peur du pouvoir politique. Le christianisme, l'auteur politique du Moyen-Âge, il n'y en a qu'un. Enfin, il y en a peut-être deux, mais il y en a un. Il y en a un seul qu'on peut lire aujourd'hui. Il y en a deux, en fait, oui. C'est Saint Augustin. Le seul livre que tout le monde lit. J'ai la manie des bases de données. J'ai une base de données sur les lectures des Anglais, les livres individuels que possèdent les Anglais. Le seul auteur qui arrive en tête pour toutes les périodes, jusqu'au XVIe siècle, Saint Augustin. Il n'y en a pas d'autre. La Cité de Dieu. Le livre politique du Moyen-Âge, c'est la Cité de Dieu. Qu'est-ce que c'est la Cité de Dieu ? C'est l'horreur devant l'effondrement de l'Empire romain et la nécessité de construire une vie de chrétien dans un monde qui n'a plus de maître, qui est livré à l'anarchie, aux barbares. Et de fait, une des chances qui a permis aux souverains occidentaux de se glisser là-dedans, c'est que pendant 300, 400 ans, l'Église n'a pas parlé de pouvoir politique. C'est Saint Grégoire le Grand qui a commencé à parler des reges, mais du bout des doigts. Les reges, c'était quoi ? D'abord, les Romains détestaient les reges, c'est les barbares qui sont des rois. C'est ces gens d'Asie, les Séleucides, Cléopâtre, voilà, ça c'est des rois, ce n'est pas des citoyens romains. Donc l'Église a hérité de ça.
Et les Régès, c'est des rois, c'est des barbares. Ils sont ariens, ils sont hérétiques pour la plupart. De temps en temps, il y en a un comme Clovis, qui est vaguement fréquentable, à peine. C'est quand même un franc, un germain, ça vaut pas cher. Donc l'Église a une vision très, comment dire, elle ne compte pas sur les rois. La phrase fondamentale, c'est celle de saint Paul. Tout pouvoir vient de Dieu, même s'il est mauvais. Et s'il est mauvais, ben c'est que Dieu le veut, et puis il n'y a pas de problème. Et ça, j'insiste aussi, c'est la même conception qu'on trouve dans le monde islamique. Pareil. Là, il n'y a pas de place pour État moderne, pour État légitime, pour rien. Et donc, ce qui a permis de donner la petite possibilité de réhabiliter les rois et de leur redonner une légitimité, c'est que, malgré tout, le pape avait un rival en la personne de l'empereur. Et donc, il s'est appuyé contre les empereurs sur les rois d'Occident, le roi de France. Une fois qu'on a calmé les ardeurs sexuelles des premiers Capétiens, ça a été plutôt idyllique. Et les rois d'Angleterre, qui étaient d'horribles personnages, mais enfin, il a bien fallu s'entendre avec eux, et ainsi de suite. Donc, je n'insiste pas là-dessus. C'est simplement que, du coup, l'État a pu se développer grâce à l'Église. Il a pu avoir une administration, parce qu'il a utilisé les clercs, il a utilisé l'écriture, il a utilisé la culture qui était diffusée par l'Église pour son propre intérêt. Et puis, il a ensuite repris quelques concepts, quelques idées à l'Église qu'il a utilisées à son propre profit, et il s'est mis à construire sa propre légitimité en utilisant, par exemple, une chose qui est le sacre, qu'on voit, nous, comme quelque chose de très religieux, mais le sacre, les clercs ont sans arrêt écrit contre le sacre. Le sacre, c'est quelque chose de totalement illégitime aux yeux des puristes de l'Église. Alors, bon, je m'arrête là parce que je pense que c'est ce lien-là qui est essentiel pour la continuité entre l'État et l'Église. Moins que la lutte entre l'État et l'Église, qui est le récit habituel. C'est cette espèce d'usurpation des méthodes, des procédures qui sont celles de l'Église par l'État quand celui-ci en était capable et puis qui, peu à peu, a détourné, par exemple, les étudiants, les universitaires, les gens de savoir, les juristes. Peu à peu, l'État les a détournés, on a pris le contrôle et les a utilisés à son profit. Et c'est à son tour l'Église qui s'est trouvée démunie et puis qui n'a pas su se réformer. C'est la grande crise du XIVe siècle. Dernière chose sur l'Église, deux petites choses, parce qu'on ne les dit pas souvent et je pense qu'elles sont importantes. Premièrement, l'Église, ce que je vous ai présenté, c'est la vision pontificale. Et cette vision n'a jamais été complètement admise par tout le monde dans l'Église. Il y a des luttes terribles, et en particulier la lutte, bien sûr, avec les franciscains, mais aussi les premiers réformateurs comme Wycliffe. Et la deuxième chose, c'est que l'Église a eu une dérive que l'État va connaître aussi, que connaissent au fond toutes les institutions. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'Église qui sont plus amoureux de l'institution que de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils font tout pour que l'Église vive, et ils s'engraissent aussi beaucoup eux-mêmes en même temps que l'Église grandit. Les cathédrales coûtent cher, tout ça c'est un pouvoir énorme de l'Église, une institution immensément riche, et ceci c'est quelque chose qui a suscité évidemment beaucoup d'hostilité, si bien qu'il n'a pas été si difficile que ça pour l'État de finir en fin de compte par se débarrasser de l'Église et de prendre la main. Voilà. Quelques remarques qui naissent du programme et qui sont là uniquement pour amorcer la discussion.